Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette pause déjeuner. J'espère qu'elle a été bonne d'ailleurs. On va entamer ensemble la première table ronde de l'après-midi. L'homme au cœur du capitalisme responsable. Alors oui, je le disais, bonjour à tous. On a déjà entamé une très large réflexion depuis ce matin sur la crise, évidemment, la pandémie et ses conséquences. Comment reconstruire un nouveau monde, le repenser. La crise sanitaire a montré l'importance du capital humain dans l'adaptation, mais aussi ses faiblesses face à l'ensemble des nouveaux risques. Elle a montré aussi la nécessité de le protéger, y compris pour préserver les équilibres sociétaux et surtout soutenir l'économie, les finances. Le grand confinement a accéléré de nouveaux modes de travail, dits de télétravail, quasiment tout numérique, on va largement en reparler. Le grand reset, lui, va transformer en profondeur tous les métiers, voire en supprimer des pans entiers, plein de questions autour de cela, auxquelles on va essayer de répondre avec nos invités cet après-midi. Merci d'accueillir Arnaud Vessier. Bonjour. Arnaud Vessier, PDG cofondateur d'International SOS. Philippe Vivien, qui est directeur général d'Alixio, un cabinet de conseil depuis quasiment 10 ans, je crois. Presque 10 ans. Et Karima Sylvan, pardon, j'ai terminé par la femme, ce qui n'est pas très poli. Karima Sylvan, bonjour. Vous êtes DRH Monde d'AXA. Première question peut-être pour vous, Arnaud Vessier, puisque vous avez été au cœur du réacteur, et vous y êtes encore d'ailleurs, de la crise Covid, International SOS. Vous êtes l'Europe Assistance du médical, on va dire ça. C'est 12 000 personnes dans le monde, plus de 1500 médecins, 5000 médicaux au sens large. Cette crise Covid, elle a placé la santé au top des risques à gérer dans le monde. Oui, en fait, auparavant, on avait déjà connu avec le 11 septembre l'émergence de la sécurité, de la sûreté en français comme risque essentiel que les entreprises devaient gérer. Et entre 2001 et pré-Covid, la sûreté était devenue un élément tout à fait essentiel pour la politique des entreprises. Avec le Covid, qui est un 9 septembre à la puissance 1000, il est évident que maintenant la santé, la politique de santé, tout ce qui est autour de cette problématique est devenu essentiel, mais surtout va être essentiel post-Covid. Avec un effet d'accélérateur, c'est-à-dire que les choses, vous ne les avez pas vues venir, elles n'ont pas été anticipées par les entreprises et ça a été extrêmement compliqué sur le premier choc, en tout cas, à gérer, au mois de mars, c'est-à-dire ? Oui, je crois qu'en fait, il y avait eu la crise du H1N1 et au moment du H1N1, c'était resté en Asie et au Canada. Et à l'époque, beaucoup d'entreprises avaient acheté, par exemple, du Tamiflu. Mais on avait beaucoup dit que les dépenses d'achat étaient des dépenses excessives. Et donc, les défenses avaient été complètement étaient tombées. Et pendant quelques années, c'est plus devenu une préoccupation. Et c'est vrai que et les autorités publiques, mais aussi les entreprises sont arrivées au moment de cette crise peu préparées. Et donc, c'est-à-dire que sur le mois de mars, il y a eu effectivement ce côté effet de panique. De mars à septembre, qu'est-ce qui s'est mis en place, très concrètement ? En fait, ça a commencé un peu avant mars quand même. On peut dire janvier, oui, décembre, janvier, février. On a su que ça allait se répandre. Personne n'imaginait que ça serait aussi important, aussi long et aussi grave. Mais en revanche, on savait que ça allait passer de l'Asie au reste du monde. Je dirais que les entreprises ont réagi de façon générale beaucoup plus rapidement que les États. Pour une raison très simple, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on est beaucoup plus proche du terrain qu'au niveau étatique où plus on est centralisé, plus c'est difficile de prendre une réponse rapide. Donc je dirais qu'on a vu quand même une évolution très rapide des entreprises qui ont cherché à trouver du matériel, à trouver des masques au début, du gel hydroalcoolique, à essayer de comprendre le principe du télétravail avec le confinement, avec ce remarquable réussite du télétravail. Personne n'imaginait qu'on pourrait faire passer l'ensemble de la planète en télétravail en quelques semaines. Et peu à peu, le retour au travail avec les entreprises qui ont beaucoup poussé pour que les salariés reviennent au travail. Maintenant, il y a, je dirais, une vision beaucoup plus équilibrée du problème parce que la crise continue et que les gouvernements poussent, en tout cas dans un grand nombre de pays, les salariés à rester chez eux. Donc, une réactivité très forte, mais qui n'a pas été le fruit d'un plan préétabli.
Karima Sylvan, ce que je note dans ce que dit Arnaud Vessier, c'est la notion d'agilité. Donc agilité dont on a déjà parlé ce matin, mais qui est extrêmement importante et qui différencie l'entreprise des États. Agilité, c'est-à-dire capacité de réaction, non pas d'action, mais de réaction extrêmement rapide. C'est ce qui s'est passé chez AXA. Alors, c'est ce qui s'est passé. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que pour les entreprises internationales, nous avions des équipes, et nous avons des équipes en Chine, à Hong Kong. Et donc, très tôt, effectivement, on a commencé à apprendre de ces équipes. On a été d'abord dans un premier mouvement où on a acheté des masques pour les envoyer en Chine. C'est d'ailleurs un retour de l'histoire très, très frappant de voir que quelques mois plus tard, ça a été l'inverse. Et puis, très tôt, ensuite, vers fin février, début mars, quand on a vu que ça allait arriver vers le reste du monde, on a commencé à apprendre beaucoup de comment ça s'est passé, quels ont été les protocoles, comment vous êtes organisés, pour pouvoir ensuite démultiplier dans le reste du monde. Donc, effectivement, nous, sur l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde, on a pu très vite, en mars, se dire on bascule en télétravail à 100%. Le temps économique a été beaucoup plus rapide que le temps sanitaire, médical, et encore plus rapide que le temps politique. Finalement, la politique a été très à la traîne. Quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le choix. Vous avez vos clients, je dirais, vous avez vos clients et vos salariés le matin. Donc, quand vous avez des décisions d'autorité de régulation ou de gouvernement qui disent télétravail et donc lockdown dans l'ensemble des... Vous devez, le soir même, on a fait des cellules de crise. Quelle information on donne à nos clients? Quelle information on donne à nos salariés? Parce qu'à 6h du matin, 7h du matin, vous devez faire partir l'information et votre entreprise doit être en capacité de fonctionner. Donc, dès janvier, début février, on avait des cellules de crise actives pour regarder comment nos systèmes d'information tiendraient. Parce que quand même, l'informatique et le digital ont été le facteur extrêmement majeur, les visioconférences, etc. Donc, très tôt, on s'est dit comment l'ensemble de nos infrastructures tiennent à un choc mondial sans précédent pour pouvoir fonctionner. Donc, effectivement, le temps économique a été plus rapide parce que vous ne pouvez pas arrêter d'une certaine manière. Tout le monde a essayé de faire vite, je pense que les gouvernements aussi, mais on ne peut pas arrêter le fonctionnement d'une entreprise, le service au client ou, le service, ou la réponse aux collaborateurs. Donc, on a essayé de faire au mieux. Et dans cette affaire, Philippe Vivien, c'est le DRH, la DRH, qui prend les décisions le plus rapidement possible et qui agit le plus vite possible. Je sais que vous n'allez pas vous jeter des fleurs, Karima Sylvan, donc je le fais à votre place. C'est clair que les DRH, cette année, ont joué dans les entreprises un rôle absolument formidable. Coordinateur, homme ou femme orchestre, aussi le coach de pas mal de présidents, de dirigeants qui étaient eux-mêmes pas très à l'aise avec la situation à titre personnel, pas seulement dans leurs fonctions. Et nous, ce qu'on a noté avec aussi beaucoup de grandes entreprises comme les vôtres, c'est cette capacité à modifier les règles du jeu, à aller vite, à faire passer des messages, à communiquer avec des communautés humaines de plusieurs milliers de salariés, ce qu'on avait oublié de faire, il faut le dire, depuis pas mal de temps. Et il y a eu une résilience, une vitesse d'exécution, je pense que personne n'aurait pu imaginer. Par contre, maintenant, ça a monté la barre. Et la question, c'est qu'il faudra continuer sur cette lancée. Il y a beaucoup d'attentes. On a beaucoup travaillé ces semaines dernières sur le sujet. Il y a de nouveau beaucoup d'attentes des salariés sur et après. En espérant évidemment que l'année 2021 est l'année de fin de crise sanitaire, mais et après, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que vous voulez faire avec nous? C'est quoi notre objectif commun? Le et après, on va largement en discuter. Je voudrais revenir peut-être sur l'obtention d'un nouveau titre, éventuellement celui de Chief Health Officer. Est-ce que c'est ça ce que vous êtes devenu aussi, les DRH? Ce qui est vrai, c'est que moi, je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu les ressources humaines de terrain. Et moi, je voudrais vraiment remercier. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, mais dans toutes les entreprises, les ressources humaines de terrain se sont mises en mouvement de manière exceptionnelle. Parce que, et le lien avec la médecine du travail, l'ensemble des protocoles qui ont été mis en place, et puis la mise en place de services nouveaux. Parce que dans beaucoup d'entreprises, on a mis en place des services de santé, de réponse, de l'assistance psychologique, voilà, extrêmement nouveaux. Et donc, les RH, effectivement, ont été 24/24 à accompagner les managers et les collaborateurs. Et moi, ce que je note, parce que je suis aussi dans beaucoup de réseaux RH, c'est que les RH interentreprises se sont beaucoup parlé. C'est-à-dire que moi... Ce qui n'était pas le cas avant. Je te parlais beaucoup, mais moins fréquemment.
Et donc, sur les vrais sujets. Voilà, là, il y a vraiment moi, je peux vous assurer que j'étais dans des calls quotidiens, hebdomadaires, avec beaucoup d'entreprises globales, mondiales. Comment tu fais dans tel pays? Comment ça se passe? Quelles solutions tu mets en place? Parce qu'au fond, personne n'avait de solution. On a beaucoup inventé sur le moment. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait la force. Je crois que la santé, pour répondre à votre question, est là pour longtemps. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, à la fois les RH, mais tout le monde dans les entreprises se rend compte à quel point la question de la santé et du bien-être, pour prendre ce vocabulaire très large des collaborateurs, est au cœur de la performance, de la résilience, de la résistance des entreprises. Et donc, c'est une exigence qui est devenue très, très forte. Donc, je pense que le RH, je ne sais pas s'il doit s'appeler Chief Health Officer ou pas, mais je pense qu'effectivement, les compétences sur la compréhension des sujets santé au global, y compris les dimensions de santé psychologique qui me tiennent énormément à cœur, sur lesquelles je pense qu'il y a des vrais sujets à développer, eh bien, c'est là pour longtemps. Et donc, ça enrichit la palette et ça enrichit l'activité du DRH. Et la notion des risques psychosociaux pour le et après, c'est extrêmement importante, on va largement y revenir. Je faisais une allusion effectivement à peine déguisée au Chief Security Officer, donc post-septembre 2001. Effectivement, on a cette émergence du critère de la santé, mais ça se voit même sur le débat sur la vaccination. La vaccination devait-elle être organisée en entreprise ou uniquement par les États? Ça a été une question que, je suppose, vous avez dû trancher très vite. Nous, on l'a tranché, et d'ailleurs, on a pris position assez rapidement sur la question, en disant que lorsque ce sera notre tour, parce qu'évidemment, les gouvernements ont une priorité, AXA, effectivement, sera au rendez-vous et nous vaccinerons lorsque on aura l'autorisation de le faire et on regardera, et on est déjà en train de regarder l'organisation adéquate. Et au fond, quand on regarde, pour le vaccin de la grippe, on le fait déjà, et 25% de nos collaborateurs en France, de manière volontaire, sont vaccinés par l'entreprise. Donc, c'est normal, je pense, de prêter main forte et de participer à l'effort. C'est à la fois un focus entreprise, mais c'est un focus un peu sociétal qui me semble évident. Oui, mais jusque-là, la santé, en tout cas au sens large, appartenait à la sphère privée. Rester dans la sphère privée. Alors, il y avait quand même dans l'imaginaire collectif. Toute la politique de santé, c'est-à-dire l'assurance dite maladie, qu'on devrait appeler d'ailleurs l'assurance santé. L'assurance maladie était quand même tout à fait gérée et par les sécurités sociales et par les entreprises au niveau des mutuelles. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre en place une politique de santé qui est différente, qui inclut évidemment l'assurance santé, mais qui est différente de la problématique purement assurantielle. C'est-à-dire au niveau du risque, le risque est un risque assurance et c'est un risque comportemental aussi, de façon à ce que les salariés puissent fonctionner, parce que vous allez avoir deux problèmes qui vont continuer. D'abord, le Covid n'est pas parti. Le Covid, il est là, et je pense qu'on en a encore, personne ne le sait, mais enfin 6 mois, 1 an, pour vraiment arriver à une situation plus stable, où on puisse revenir à une vie normale. Et puis, vous allez avoir tous les pays en voie de développement qui vont avoir un problème considérable, et les grandes entreprises, par définition, des opérations partout. Et là, il va falloir continuer à mettre en place des politiques à très long terme, parce qu'il ne va pas y avoir la solution qui sera mise en place dans les pays développés. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on est sur un phénomène de long terme et qu'il faut repenser cette pensée d'abord et ensuite structurer cette problématique. C'est une combinaison du risque, de politique de risque, la santé, mais aussi c'est un problème opérationnel. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, pour que les entreprises opèrent, pour que les salariés soient efficaces, il faut qu'ils se sentent protégés et bien traités. Donc ce n'est pas uniquement un problème je dirais de bien-être du salarié, c'est aussi très prosaïquement un problème opérationnel pour que les entreprises arrivent à fonctionner correctement. Il faut avoir le temps aussi de penser. C'est-à-dire que là, vous avez été dans une phase action extrêmement rapide, de réaction, on va dire. Là, est-ce que vous avez eu un retour sur expérience de l'ensemble des outils qui ont été mis en place? On a parlé du télétravail, mais on a parlé aussi de la protection au sens large. Vous avez parlé du bien-être. Est-ce que vous avez eu un retour d'expérience de vos salariés, de ce que vous avez mis en place, pour pouvoir ensuite mettre en place, on va dire, des process de moyen long terme?
Alors, je voudrais juste réagir encore une fois sur la question de la santé, parce que je crois fondamentalement qu'effectivement, c'est un mouvement de long terme et que effectivement, ce besoin de protection est là pour longtemps. Et c'est pour ça que nous, en dehors, je dirais, de la réaction liée au Covid, on a décidé de mettre en place une protection santé globale pour nos collaborateurs, aussi sur les sujets de prévention. Parce que ce qui se passe en ce moment avec le Covid, c'est que les sujets de prévention, la prévention santé classique au niveau mondial, elle baisse. C'est-à-dire qu'on est tous, chacun d'entre nous, à aller moins chez nos médecins respectifs pour les sujets de prévention. Et nous, on a lancé une politique mondiale de santé en ce moment, à laquelle on avait réfléchi avant la crise, mais on a accéléré sa mise en place aussi parce que, effectivement, à long terme, on pense que c'est à la fois une question de bien-être, mais aussi une question d'entreprise et de responsabilité d'entreprise sur ces sujets-là. Après, très concrètement, ça se matérialise comment? C'est-à-dire que vous avez par exemple, on a mis en place au niveau mondial pour tous nos salariés, à partir de 2021, une visite médicale. Une visite médicale digitale et une visite médicale en face à face au-delà d'un certain âge. Et donc, on est en train de la déployer pour qu'elle se mette en place progressivement. Donc, effectivement, je pense que c'est à la fois une fonction de fonctionnement. Donc, derrière, il y a l'exigence d'une entreprise et au fond, la prévention et la résilience des collaborateurs sur le long terme, il faut le gérer de manière pérenne. Et donc, pour nous, le lien qu'on fait entre la santé physique et la santé psychologique, je crois qu'on ne peut plus dissocier les deux et qu'à long terme, les entreprises, les gouvernements doivent penser les deux de manière pérenne. Donc, on a souhaité prendre les devants. La crise a été un accélérateur de notre réflexion, d'une certaine manière, mais on a mis en place cette protection-là à ce moment-là. À l'État, l'assurance maladie, aux entreprises, l'assurance santé? Je ne serais pas si caricaturale. Je suis un peu manichéenne. Aux entreprises, la politique santé. La politique santé. Non, mais ce qui a été intéressant, c'est que pour la première, jusqu'à présent, dans les entreprises, on gérait le risque santé à travers deux éléments. D'abord, l'activité même de l'entreprise, qui était quand même le premier élément, la santé au travail. C'est comme ça qu'on a appelé cette activité pendant de nombreuses années, qui était totalement contingente de l'activité économique, industrielle de l'entreprise. Ensuite, on a vu apparaître tout ce qui a été risques psychosociaux, nouvelles formes de santé. Mais là, ce qui a été absolument incroyable, c'est que le risque est arrivé de l'extérieur. Et il était le même pour toutes les entreprises dans le monde entier, que l'on fabrique des chaussettes, que l'on fasse quoi que ce soit. Le risque était présent, il arrivait d'à peu près partout, et il a fallu que toutes les entreprises, c'est ce que dit Karima, mettent en place véritablement des politiques à la fois globales, territoriales, mais totalement systémiques, parce que le risque pouvait arriver, bien évidemment, je dirais, de facteurs qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise. Mais Philippe, il y a une chose moi, qui m'a frappé dans toute cette affaire, c'est que la frontière qui était très très forte entre vie privée et vie professionnelle, et tout le monde y tenait. Les entreprises voulaient garder la vie privée en dehors de l'entreprise et les salariés voulaient absolument garder leur vie privée pour eux. Cette frontière a explosé puisque maintenant on travaille à la maison. Et ça, c'est un changement vraiment fondamental dans la façon d'envisager les programmes de gestion santé et psychologique des salariés, parce qu'il y a maintenant un continuum. Et c'est très compliqué. Et sur le plan du travail de tous les jours, mais aussi sur, du coup, où s'arrête la responsabilité de l'entreprise, où s'arrête le duty of care. Là, il faut vraiment le repenser, parce que c'est devenu une voie complètement ouverte. Sur effectivement cette notion de maintenant porosité, on peut dire ça, donc où se situe la limite entre l'entreprise et la vie privée, dans la mesure où le bureau est devenu la maison. Comment vous appréhendez ça chez AXA? Il faut quand même que la frontière existe, et je pense que c'est très important de le réaffirmer. Donc vous avez dû la recréer? Alors, sur la question de la santé, juste pour terminer, le fait d'avoir un continuum ne veut pas dire que tout est mélangé. Et je pense qu'avoir une politique santé, c'est aussi respecter le volontariat et la protection des données. C'est très important de le dire pour que effectivement, tous les salariés soient conscients de ça. L'entreprise ne peut pas tout dans le domaine de la santé. Elle offre des services, et elle offre des services qui protègent l'anonymat et les données santé des collaborateurs. Et nous, c'est extrêmement important. C'est un peu une évidence que je dis, mais c'est important de le réaffirmer. Ensuite, sur le télétravail, effectivement, il y a des dangers du télétravail.
Et ces dangers, c'est ce continuum entre la vie privée et la vie professionnelle. Et nous, on l'a bien vu lors du premier confinement, qui au fond, à la fois, s'est très bien passé, mais aussi, tout au démarrage, on a eu des éléments d'alerte. Parce que, alors, on a tous vu ces sujets avec les pères et les mères de jeunes enfants, etc. Mais nous, on a rappelé à l'intérieur de l'organisation qu'effectivement, mettre en place les pauses déjeuner, s'arrêter le soir, ne pas travailler, c'est très important de déconnecter. Donc, effectivement, les frontières sont plus grises, mais réaffirmer qu'il faut faire une séparation entre le privé et le professionnel et pour éviter l'hyperconnexion, c'est aussi extrêmement important. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est dans cet entre-deux qu'on recherche, mais quand même, la résilience et le bien-être psychologique, qui sont les vrais sujets du moment sur la santé mentale, elles exigent de l'entreprise aussi que, même si c'est à domicile, l'entreprise réaffirme ce point-là, qui est très important, qui est qu'il faut savoir déconnecter et pas travailler H24. Nos taux d'appel ont été multipliés par 3 sur le plan psychologique. Entre mars et mai ou depuis mars Entre l'année 2020, entre l'année 2019 et l'année 2020. Donc vraiment avec une tendance à l'augmentation. C'est-à-dire que non seulement c'est 3 fois plus, mais la pente continue à augmenter. En qualifiant les faits de plus en plus graves ou avec des détresses psychologiques de plus en plus... Oui, je pense que le dernier confinement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, est beaucoup, beaucoup plus mal vécu. D'abord, on est en hiver, donc c'est plus difficile de le faire en hiver que de le faire l'été. En plus, tout le monde pensait que ça serait derrière nous, ça ne l'est pas. Et puis l'incertitude économique dont on pensait qu'elle se résoudrait maintenant, elle est devant nous et pas derrière nous. Donc il y a quand même des facteurs objectifs de stress. Il y a 2 éléments, puisqu'on est déjà quasiment entré dans la discussion du et après, ce que vous appeliez de vos voeux pour 2021. En tout cas, on est sur cette année de transition où on réfléchit à l'après. Première chose, le tout télétravail, est-ce souhaitable ou pas? Quelle réglementation? Et Dieu sait qu'on a eu du mal à la mettre en place en France. Et quel retour sur expérience aussi, Philippe Vivien? Karima dit beaucoup de choses sur le sujet. Moi, j'ai un vrai sujet. Je ne crois pas, je serai peut-être totalement contredit par les faits, à la généralisation du télétravail 5 jours sur 5. Je pense que la communauté humaine qui existe dans l'entreprise nécessite de se retrouver. Comme on est là aujourd'hui, et on le disait d'ailleurs en arrivant, on était tous très heureux de se retrouver. Ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que l'engagement des salariés nécessite cette présence. Et on a des discussions avec pas mal de dirigeants sur le sujet. Aujourd'hui, on parle de télétravail et de confinement. Mais on parle plus de gestion du confinement que de télétravail. Et ce serait intéressant de voir dans 1 an, dans 2 ans d'ici, je dirais dans une situation beaucoup plus normale, de voir quelle sera l'appétence des salariés au télétravail. Je pense qu'on est rentré dans un vrai travail hybride. Ça, je crois qu'il faut tous qu'on ose le dire. L'hybridation nécessite de nouvelles règles. C'est ce que Karima aussi disait. Jusqu'où ne pas aller trop loin? À force de faire du télétravail 5 jours par semaine, voire 7 jours par semaine, on va casser le salariat. Il faut aussi se dire les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai besoin, moi, dirigeant, de tel salarié à tel moment, j'ai besoin d'une force de travail, ai-je besoin d'un salarié? Il va vraiment falloir qu'on ait une vraie réflexion de fond, nous les dirigeants, sur jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller trop loin. Et on sait bien, je veux dire, les équipes s'engagent aussi parce que physiquement, on incarne quelque chose collectivement. Et je dis souvent que, pardonnez la mauvaise image, mais les business qui ont 2000 ans, ils ont un grand livre, des gens qui les incarnent, des maisons de famille et des devoirs à la maison. Je crois absolument à la nécessité de la maison de famille. La culture d'entreprise est essentielle. Voilà, et la culture d'entreprise, c'est vrai qu'elle a lieu dans l'entreprise. Elle va s'estomper si tout se fait à distance. Pourtant, certains pans de l'économie, et notamment la tech, la Silicon Valley, ont déjà pris des décisions assez radicales en la matière, c'est-à-dire que la maison de famille n'existe plus, voire n'a jamais vraiment existé finalement. Enfin, Amazon inaugure aujourd'hui le plus gros campus de toute son histoire. Et l'un des plus gros campus des États-Unis. Donc, la messe n'est pas encore dite. Vous, Karima, vous avez opté chez AXA pour ce que vous avez appelé le plan Smart Working dans le monde, c'est-à-dire 2 jours
de télétravail par semaine pour l'ensemble de vos salariés? Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est que nous, on n'a pas eu la réaction des nouveaux béotiens parce que on a le télétravail. Au fond, on est en confinement et on travaille en ce moment 5 jours par semaine pour la plupart des collaborateurs qu'on a dans le monde. On avait une expérience avant. Et depuis 2016, on avait 38% de nos collaborateurs qui travaillaient déjà en télétravail de manière assez régulière. Et dans certains pays comme la Belgique, comme l'Espagne, comme AXA France, on avait une habitude très ancrée. Donc, on a une expérience d'accompagnement sur la durée parce que derrière le fait de décréter un mouvement comme ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a un accompagnement énorme des collaborateurs et des managers. On avait cette expérience et ce recul. Et c'est pour ça que, au fond, en prenant en compte cette expérience, en faisant un bilan effectivement de ce qui se passe depuis le mois de mars, en interrogeant nos collaborateurs, parce qu'on a fait des grandes enquêtes et effectivement, comme dans beaucoup d'entreprises, nos collaborateurs nous ont dit « après la crise, je ne me vois pas revenir à 100% au bureau non plus ». Eh bien, effectivement, on a décidé de mettre en place un système où, en moyenne, l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde vont travailler en télétravail 2 jours par semaine. Et pour nous, c'était très important aussi de réaffirmer que le bureau reste l'ancrage. Et donc, que la majorité du temps se passe au bureau. Mais ce qui est important aussi, c'est au bureau, pourquoi faire ? Parce que si tu vas au bureau, au fond, pour rester planté devant ton laptop, tu fais tes documents, tu dépiles tes emails, etc., ça n'a pas grand intérêt. Et donc, je pense que derrière ça, ce qu'on a commencé à faire, c'est aussi réfléchir à comment on réinvente le travail. Parce que les journées que tu vas passer chez toi et les journées que tu vas passer au bureau vont être différents. Il faut que pour que le bureau soit un ancrage, il faut transformer l'espace, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils aient plaisir à se rencontrer. Et il faut que, effectivement, la partie de brassage, de rencontres et de créateur d'une culture commune, on optimise. Voilà, que ce soit plus créateur de culture que de performance. Finalement, c'est pas incompatible. Je pense que l'opposition des deux, c'est pas incompatible, mais en même temps, mais il y a des choses, la créativité, le brainstorming. Moi, ça me manque énormément de faire des brainstorming en ce moment, parce que je trouve que les brainstorming via Teams, ça perd de son charme. Bon, mais il y a des choses qu'on fait plus facilement au bureau, en face à face. Avoir une discussion difficile entre un manager ou un collaborateur, par Teams, c'est horrible, c'est odieux. Et donc, je pense qu'il y a des choses, la formation, les réunions d'équipe, il y a des choses qui créent de l'expérience et créent de l'émotion. On est fait d'émotions, l'être humain est fait d'émotions. Et donc, ces émotions-là, on les a plus facilement quand on se voit que quand on ne se voit pas. Alors, la seule chose en ce moment, c'est que comme au bureau, on a un masque, et comme en Teams, Zoom ou ailleurs, on n'a pas de masque, finalement, pour le moment. Il faut sourire avec les yeux. La perception des émotions est plus facile, peut-être, mais c'est vrai que le digital, je crois qu'on en a tous largement ras-le-bol, pour être assez trivial. Juste un élément sur cette notion de maison de famille, parce que j'aime bien effectivement le concept. Ça veut dire que l'entreprise doit devenir ce lieu où on peut aller et venir comme on le souhaite en exprimant peut-être aussi sa volonté de voir son manager, de discuter. Donc, c'est-à-dire d'avoir des rendez-vous, on va dire, instaurés, mais peut-être qui sont en dehors du travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce qu'il faut qu'on revienne sur cette forme de travail hybride, c'est-à-dire 2 jours à la maison où on gère la paperasse, les emails, et puis 3 jours où on est sur du brainstorming, voilà. Je crois que la répartition du temps et de l'activité doit vraiment être liée à la question du lieu. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément. Et d'ailleurs, ça commence à se faire assez naturellement dans les équipes qui sont revenues au bureau. On voit bien que ce sont des moments où on retravaille ensemble, on recrée du ensemble, on recrée de l'émotion ensemble. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et ça aussi, c'est votre job de réécrire justement cet équilibre-là, les DRH ? Juste un point, moi je ne crois pas que le virtuel soit dénué d'émotion. C'est-à-dire que, et moi je suis très frappée de ça en ce moment, puisque au fond, on s'ajuste à la réalité de ce que l'on vit. Et moi, ce qui m'a frappée beaucoup depuis mars, c'est que quand on fait des enquêtes auprès de nos collaborateurs, on en a fait beaucoup, on en a fait 3, les managers et les collaborateurs nous disent il y a beaucoup plus de proximité managériale qu'avant. Et ça, sur une enquête mondiale de 120 000 collaborateurs, quand vous en faites 3 et que ce feedback revient de manière massive, c'est quand même un message très important. Pourquoi ? Parce que certes, on est en virtuel, mais on prend le temps, on appelle,
effectivement, on a des discussions qui sont plus naturelles, on demande comment ça va, parce que cette crise du Covid, comme elle nous a tous impactés, effectivement, on a des habitudes managériales de proximité plus fortes. On ne commence pas par dire où t'en es de tel dossier, mais effectivement, comment ça se passe chez toi, comment va ta famille, comment tu vas, etc. Donc plus de bienveillance. Il y a plus de bienveillance. Et ça, ce n'est pas forcément le virtuel qui l'a permis, mais le virtuel ne l'empêche pas. Et donc, je pense qu'il ne faut pas... L'émotion ne se passe pas qu'au bureau. Voilà. Ça me semble être un point très important parce que le virtuel aujourd'hui, c'est aussi voilà, un lieu d'émotion et de contact. Et sans ça, on n'aurait pas été capable de passer cette crise. Hein. Donc, je pense que ça aussi, il faut le souligner. Je ne crois pas qu'on ait le bureau qui soit pour les réunions dans le futur et la maison pour le travail personnel. Je pense que ça va être beaucoup plus varié, beaucoup plus compliqué, parce que le virtuel fonctionne merveilleusement bien pour des réunions. On crée des réunions en quelques minutes avec des gens partout dans le monde, et c'est remarquablement efficace. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le travail à la maison frappe très durement les jeunes, parce qu'ils se socialisent à travers l'entreprise, et les personnes seules. Et là, il y a un énorme souci. Et donc, il faut permettre cette resocialisation. Pour moi, le bureau, c'est peut-être plus qu'autre chose, c'est la socialisation. Et donc, on a besoin que nos salariés se resocialisent. Et ce que le digital a permis, c'est cette proximité. C'était vraiment un des sujets. C'est-à-dire que vous soyez au même étage, que vous soyez au siège social à Paris ou n'importe où dans le monde, vous êtes aussi proche de votre collègue que précédemment. Et c'est fabuleux. Pour la première fois, moi j'ai vu des équipes qu'on voyait de temps à autre. Là, on les avait tous les jours parce qu'ils étaient très très loin. Et ça a créé une proximité d'émotion, c'est vrai, qui était extrêmement forte. Après, l'un des autres éléments que ça va générer, c'est toute cette ligne hiérarchique qui se sent un peu perdue dans tout cela. Parce que justement, on a accès demain matin ou dans 10 minutes à nos collaborateurs qui sont à l'autre bout du monde, sans se poser la question de quand est-ce que vient le grand chef visiter telle ou telle activité. Ça va changer la vie. C'était aussi un peu le sens de ma question avant de rebondir sur un des risques fondamentaux de l'après, évaluer l'ampleur psychosociale de cette crise. La question que je posais, c'est est-ce que vous n'avez pas perdu parmi il y a combien de collaborateurs chez AXA ? 120 000. Est-ce que vous n'avez pas perdu des gens ? C'est-à-dire au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui se sont perdus dans le télétravail. Des managers que vous avez perdus. Alors moi, je pense que ce qui vient d'être dit sur effectivement les jeunes, les personnes isolées, ça a été une crainte très très forte que j'ai eue et qu'on a encore, parce que aussi on a des personnes dans certains pays du monde qui sont en télétravail total depuis le mois de mars. C'est-à-dire que dans certains pays, on a pu reprendre un peu une activité, on alterne, etc. Mais on a des collègues qui travaillent de chez eux depuis le mois de mars. Donc le sentiment d'isolement est très fort. Et donc effectivement, ça c'est une vigilance. Donc est-ce qu'on a perdu des personnes ? Je dirais qu'il y a des personnes en risque. J'en ai conscience et nous en avons conscience. Et on essaye de déployer à l'intérieur de l'entreprise des mécanismes pour effectivement que les managers, les collègues, parce que je crois beaucoup au fond, le care au sein d'une équipe. Collectif, voilà, le collectif de travail. Donc, et aussi, je reviens sur le virtuel, un des signaux d'alerte qu'on regarde, c'est est-ce que les personnes mettent la caméra ou ne la mettent pas de manière prolongée. Parce que quand vous avez des personnes qui, sur 1, 2, 3, 4 réunions, refusent de mettre la caméra, pour moi, c'est un point d'alerte. Ça peut être un confort personnel, parce que je ne suis pas bien aujourd'hui, etc. Mais au bout d'un certain temps, moi, je dis aux managers, écoutez, quand même, appelez, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, oui, on est en situation de risque. On a encore quelques mois devant nous de crise sanitaire où on devra maintenir ce confinement. Et donc, ça appelle à une vigilance managériale, responsabilité des collègues et de chacun d'entre nous plus forte pour que ces risques d'isolement ils soient réduits le plus possible et qu'on n'ait pas des personnes qui déconnectent de leur environnement de socialisation. Et tout l'enjeu, il est au moment où la crise sanitaire sera derrière nous et où vos collaborateurs vont revenir dans la maison famille, au bureau. Tout l'enjeu sera là, d'évaluer quel choc psychologique ça a pu être, cette période. L'enjeu, il est déjà aujourd'hui. Moi, je suis très au quotidien. L'enjeu, il est déjà aujourd'hui.
d'accompagner le plus possible, de mesurer. Nous, on fait des enquêtes régulières pour savoir mesurer le stress, mesurer le bien-être, etc. Donc, on va en faire une, par exemple, fin février. Donc, et puis, demander une vigilance du quotidien. Donc, l'enjeu pour moi, personne ne sait quand la crise sera finie. Donc, j'ai tendance, si vous voulez, à raisonner petit à petit. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est, dans les mois à venir, de mettre en place les mécanismes et la solidarité interne et la bienveillance interne qui fait que le collectif de travail tient. Et tient le plus longtemps possible, avec le plus d'engagement possible, le plus de... Voilà. Donc, et puis ensuite, effectivement, quand on sera dans une période de retour au travail, d'anticiper et de graduer. Nous, la raison pour laquelle on a affirmé le fait qu'on serait en mode hybride à la sortie, c'est aussi pour pouvoir avoir un système d'atterrissage qui soit en transition et qu'on puisse préparer dans le temps, et pour que nos salariés sachent que, à l'horizon du mois de décembre ou peut-être en 2022, voilà la manière dont on va travailler pour qu'ils puissent aussi se préparer, qu'on puisse les accompagner psychologiquement, matériellement aussi, parce que ça requiert une organisation personnelle et familiale. Voilà. Arnaud Vessier. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karima. Je pense qu'il faut lisser le retour. Donc, il faut éviter tous les à-coups. Il y a eu un à-coup terrible avec cette crise. Maintenant, il faut, de façon très progressive, et de toute façon, on y est contraint par la situation sanitaire, de façon très progressive, revenir à ce qui sera la normalité du futur, qui est ce système hybride avec une partie de la semaine. Alors, ça sera 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours, 1 jour et demi suivant les organisations ou les contraintes. Parce que les contraintes d'une entreprise à l'autre ne sont pas les mêmes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que on parle de l'entreprise de façon générale à une entreprise. Nous, on fournit nos services à une multitude d'entreprises à travers le monde. Et c'est fascinant de voir qu'il n'y a pas 2 entreprises organisées de la même façon. Il n'y a pas 2 cultures d'entreprise qui se ressemblent. Donc, il n'y a pas 2 organisations. Enfin, il n'y a pas une organisation qui va être... Un modèle édicté pour tous. Le modèle, le cookie cutter, comme disent les Américains, qui va fonctionner. C'est chacun va inventer sa propre musique. C'est là où on a besoin de vous pour aider à inventer cette musique, parce que il va y avoir un tronc commun, l'hybridation du travail. Il va y avoir ce côté psychologique pour ramener, pour soutenir ceux qui ont quand même... parce que dans une période de crise, il y a des gens qui émergent et il y a des gens qui souffrent. Et on le voit tous dans nos entreprises. Et ce n'est pas obligatoirement ce à quoi on s'attendait avant. Donc il va falloir aider tous ceux qui ont eu des soucis pendant toute cette période. Mais autour de ce tronc commun, chacun va devoir redévelopper sa propre culture d'entreprise. Et je suis sûr qu'AXA, qui a une très forte culture d'entreprise, va développer quelque chose de très différent d'une autre entreprise qui fonctionne avec des principes très sensiblement différents. Et en ce qui vous concerne, tout petit aparté, mais c'est quand même très important, les flux, c'est-à-dire les voyages, il y aura peut-être une réticence nouvelle de la part des entreprises à peut-être réenvoyer les gens à l'étranger. Alors là on est sur quoi, 30% du trafic, c'est ça? Aujourd'hui, on est en business travel, ouais. Donc voyageurs d'affaires. On est à beaucoup moins que 30%. Moins. On est plutôt à 10-15%. En sachant que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, il est revenu au niveau de 2019. Donc, c'est intéressant de voir qu'un pays qui est un immense pays économique maintenant montre qu'il est revenu à la normalité très vite, mais purement domestique. Cela dit, un voyage domestique en Chine, c'est plus qu'un voyage international en Europe. Ce que je pense sur le voyage, sur le business travel, c'est que tous les gens qui voyageaient avant se remettront à voyager, parce qu'ils ont besoin de rencontrer leurs collègues, leurs clients, leurs fournisseurs. En revanche, je pense que chacun d'entre nous voyagera moins. Pour 2 raisons. 1, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions alternatives. Et 2, parce que les entreprises ayant coupé tous les budgets voyage, ça va mettre du temps avant que les entreprises rétablissent ces budgets. C'est toujours beaucoup plus difficile dans les entreprises de rétablir un budget que de l'enlever. Ça a coupé très vite, mais pour revenir, ça va être compliqué. Oui, et aujourd'hui, on est à des niveaux évidemment extrêmement bas. Donc, ça va être difficile de faire monter ces budgets. Donc ça va reprendre. Je pense qu'on aura à peu près le même nombre de voyageurs à terme, mettons d'ici un an, à peu près peut-être 1 an. Mais chacun d'entre nous voyagera moins. Donc globalement, il y aura moins de business travel. En leisure travel, je suis convaincu qu'au contraire, ça va repartir comme avant. Philippe Vivien, le mot de la fin, 30 secondes pour nous dire ce que sera demain.
demain dans l'entreprise? Si je le savais, ça serait magique. Non, je crois qu'il y a un mot que je voudrais rappeler, c'est je crois que les entreprises ont été résilientes, elles vont l'être encore. Il y a un point, je crois, sur lequel il faut qu'on soit tous vigilants, c'est quoi le métier de nos entreprises après cette crise? Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, pour travailler aussi avec pas mal d'entreprises allemandes ou ainsi de suite, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'est pas passé sur ce nouveau point. C'est véritablement le métier de nos entreprises va se transformer d'une façon incroyable, tous les métiers. Voilà, c'est vraiment en appeler, là, quand on parle plus généralement du risque, voilà, jusqu'où on va. C'est quoi le nouveau métier? Ce sera peut-être l'objet d'une future table ronde. Je glisserai ça à l'oreille des organisateurs de l'Ambrae. Merci beaucoup à tous les trois. Philippe Vivien, Karima Sylvan, merci beaucoup. Arnaud Vessier, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je laisse la parole, après un tout petit jingle, à Florence Puybarreau pour son interview avec Julien Guénaud d'AXA.